Utopie et consommation. Colloque du Cercle de l'Obsoco, 10 octobre 2019. Marc Prieto, économiste, titulaire de la chaire SK, Distribution et Services Automobiles, SK, School of Management. Faut-il en finir avec la consommation ? Alors, je suis ici aujourd'hui parce que j'ai coécrit avec Hassan Slim, que vous allez rencontrer tout à l'heure, un ouvrage sur le thème de la décroissance. On en parle beaucoup depuis le début de cet après-midi. Et donc, l'objectif de mon intervention est de se poser la question de savoir s'il faut véritablement en finir avec toute forme de consommation, avec ce mouvement de la décroissance. Bref, essayer un petit peu de se rassurer, de savoir qu'est-ce qui nous attend avec ce mouvement de la décroissance. Donc cet ouvrage, nous l'avons rédigé en 2010, on l'a remis à jour en 2019 sur cette question de la décroissance, du mode, de cette utopie décroissante qui semble être, selon l'enquête qui a été réalisée donc par l'Obsoco et qui vous a été présentée, l'une des utopies marquantes finalement auprès des Français, en tout cas qui ressort très clairement comme l'utopie préférée en quelque sorte des Français. Alors si pour beaucoup ce projet de décroissant aujourd'hui est présenté dans de nombreux médias d'ailleurs comme rassemblant les amateurs du passé, des nostalgiques ou des partisans du avant c'était mieux, en fait par-delà ces perceptions, il y a un intérêt clair pour ce mouvement, mais pour autant, derrière cet intérêt, il y a à la fois de l'intrigue, mais aussi une forme d'effroi face à une sorte de monde un peu inconnu dans lequel on rentrerait. Donc d'où la question, que recouvre au juste ce terme de décroissance ? Est-ce que cette décroissance implique d'arrêter toute forme de consommation ? Et est-ce que la décroissance est la solution pour répondre aux défis climatiques du XXIe siècle ? Donc pour répondre à ces questions, je vais articuler ma présentation en 3 parties. Dans un premier temps, je vais revenir sur qu'est-ce que ce terme de décroissance et que recouvre-t-il exactement ? En fait, le mot décroissance, il faut le comprendre d'abord et avant tout comme un mot obus, c'est-à-dire comme un slogan politique. Très souvent, on cantonne la décroissance à on va dire la réduction de la croissance, c'est-à-dire la diminution de la croissance d'un point de vue purement quantitatif. En réalité, la décroissance, il faut plutôt la comprendre comme une accroissance, c'est-à-dire une sorte de sortie de la religion de la croissance, c'est-à-dire la croissance économique serait l'indicateur qui permettrait de régler tous les maux de la société. Donc ce mouvement d'accroissance, il naît, on le date en gros aux années 60 avec les travaux de l'économiste américain d'origine roumaine Nicolae Georgescu-Roegen, qui dans son ouvrage sur la décroissance définit ce qu'il appelle un programme bioéconomique minimal, dans lequel en fait il montre que l'activité humaine est par nature anthropique, c'est-à-dire que tôt ou tard, nous arriverons dans une situation de décroissance, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de ressources à utiliser, et donc finalement, toute forme de vie humaine sur Terre ne sera plus possible. Donc en conséquence, ce programme bioéconomique minimal qui est proposé par Nicolae Georgescu-Roegen vise en quelque sorte à repousser au maximum l'entrée dans cette situation d'entropie haute dans laquelle toute forme de vie serait impossible. Alors évidemment, en tant que mouvement récent en construction, la décroissance ouvre un débat qui est important, dans lequel on cherche au maximum à échapper à cet état d'entropie haute. Et évidemment, force est de constater que sur cette question, le mouvement en fait, ne s'exprime pas de façon unanime. On a des visions fortes, on va dire dures, de la décroissance et des visions qui sont, elles, beaucoup plus compatibles avec nos modes de vie actuels. Alors un des exemples qui peut illustrer cette situation, c'est l'exemple de la consommation, donc dans la deuxième partie de l'intervention. Faut-il, avec la décroissance, considérer qu'il faut annuler ou supprimer toute forme de consommation ? Alors les partisans de la décroissance, ce qu'ils nous expliquent, c'est qu'il faut, ce qu'ont évoqué les présentations précédentes, la question de la simplicité volontaire. Autrement dit, selon eux, le mode de vie décroissant repose sur une remise en cause profonde et importante des moyens de consommer, de la façon dont on consomme, tant quantitativement que qualitativement. Donc évidemment, cette refonte de la manière de consommer nécessite de redéfinir les besoins qui sont aujourd'hui exprimés par la population. Donc cela évidemment nécessite de définir des besoins primaires qui eux sont des besoins qui méritent d'être satisfaits et de relayer au second plan on va dire des besoins dits secondaires qui seraient moins indispensables. Donc évidemment, face à ce modèle, on va penser un système également de production plus locale,
autonome et libéré des contraintes énergétiques du modèle de croissance. Donc nourris par la thèse selon laquelle une société d'abondance ne peut apporter le bonheur, les décroissants défendent finalement l'idée d'abord d'une simplicité volontaire, qui serait la seule qui permettrait d'éviter les conséquences néfastes sur l'environnement. Donc on va supprimer toutes les consommations qui sont jugées inutiles, donc sur le plan évidemment quantitatif, mais aussi en essayant de retenir, en ne retenant que les consommations qui sont qualitatives. Et puis l'idée, dans cette modération de la consommation, c'est évidemment de dépasser finalement cette, on va dire, cette toxicomanie de la consommation, comme selon les termes qui sont utilisés par Serge Latouche, qui est un des défenseurs de la décroissance, et qui nous explique justement qu'il faut réussir à adopter un positionnement très très différent vis-à-vis de la consommation en passant par cette simplicité volontaire. Alors évidemment, se passer de sa voiture, se passer de son téléphone portable, éviter les grandes surfaces et, comme il l'indique, une forme finalement aujourd'hui d'héroïsme dans l'ambiance consumériste dominante. Alors par ailleurs, pour que le modèle de consommation soit complet, les décroissants soutiennent aussi l'idée qu'il faut une transformation profonde des structures productives. Donc pour cela, ils défendent l'idée d'un localisme permanent et un développement aussi de la production locale et domestique. Donc l'idée, c'est que chaque citoyen va pouvoir développer, va pouvoir cultiver son jardin et autoproduire pour finalement, progressivement, être amené à s'affranchir des réseaux traditionnels de distribution. Enfin, autre élément important dans la littérature décroissance, c'est la notion de gratuité. Puisqu'ils considèrent, les décroissants, qu'il y a dans la consommation une partie qui est légitime et une partie qui est moins légitime, alors ils considèrent qu'une partie de la légitimité de la consommation doit être finalement transférée en une gratuité de cette même consommation. Donc au final, la notion de gratuité va s'étendre pour faire, on va dire, transférer le consommateur vers un alter-consommateur. Cet alter-consommateur est en quelque sorte un consommateur qui est en mesure de distinguer parmi l'ensemble des consommations celles qui sont véritablement utiles et justifiées et celles qui ne le sont pas. Et donc un système de gratuité élargi aux simples consommations purement utiles permettrait justement de donner des signaux aux consommateurs. Donc certains des décroissants, par exemple, interrogent le système de prix actuellement utilisé. Est-ce que, par exemple, ils nous interpellent en disant « Est-ce qu'il est normal que vous payiez le même prix le litre d'eau quand il s'agit de cuisiner, de vous laver, que lorsqu'il s'agit de laver votre voiture ou de remplir votre piscine ?» Donc évidemment, eux, ce qu'ils nous amènent à considérer, ce sont des tarifications qui soient discriminantes, compte tenu justement des besoins qui sont satisfaits par ces mêmes consommations. Alors bien évidemment, pour définir cette gratuité, ça pose beaucoup de questions. Et là, on va bien au-delà de la simple critique de la consommation. Il s'agit plus simplement de dire on consomme trop et on souhaite consommer mieux et moins. C'est qu'il s'agit de définir un système collectif de valeurs s'agissant en fait du système de prix. C'est-à-dire qu'il faut savoir quels sont les besoins qui sont considérés comme primaires et quels sont ceux qui ne le sont pas. Donc peut-être que pour vous, le déplacement en voiture pour aller emmener les enfants au football le week-end est un déplacement purement indispensable et donc un besoin primaire, et pour d'autres familles, ce seront peut-être d'autres déplacements culturels, loisirs, qui seront considérés comme tels. Donc on voit bien que non seulement la décroissance interpelle sur la place de la consommation, c'est clairement une critique de la consommation, mais elle est aussi là pour interroger en profondeur et de façon très radicale le modèle de croissance et évidemment le modèle de croissance capitaliste dans lequel nous nous inscrivons. Alors on ne peut pas parler de croissance et de modèle des croissances sans interroger de la manière dont on va tendre ou dont on peut tendre vers la société de décroissance. C'est-à-dire que si on considère que le modèle de décroissance, c'est le modèle vers lequel il faut tendre, alors on doit interroger cette littérature décroissante sur comment est-ce qu'on peut aller vers cette société idéale, frugale, où finalement les biens ont une valeur secondaire, où il y a beaucoup plus de liens, on parlait tout à l'heure de liens sociaux. Et là, malheureusement, à la découverte de la littérature décroissante, avec mon collègue Hassan Slim, nous avons été un peu déçus, parce qu'il n'y a pas de système clé en main sur la question de la transition. Donc ça fait partie des grands impensés théoriques de la réflexion décroissante. En fait, que nous proposent les décroissants pour tendre et pour aller vers ce modèle idéal de décroissance? Eh bien, ils nous disent tout simplement de développer des modes de consommation qui soient en lien avec la sobriété volontaire, inciter à l'autoproduction,
faire tout pour finalement supplanter le système de distribution traditionnel. Je suis désolé de dire ça au sein de la chaire d'échange. De déconstruction analytique. Parfait. Et donc, évidemment, la question est de savoir comment un tel modèle peut s'imposer. Eh bien, les décroissants nous expliquent que, naturellement, par une espèce de phénomène, on va dire, d'une économie sans frottement, finalement, le modèle décroissant pourrait s'imposer de façon naturelle, au prix, évidemment, d'une communication extrêmement forte auprès des citoyens, pour leur expliquer ô combien cette sobriété volontaire est intéressante du point de vue évidemment social, mais aussi environnemental, et du point de vue globalement du bien-être des populations. Alors évidemment, sur ce point, la question de la transition, elle nous est apparue comme en quelque sorte un talon d'Achille du modèle décroissant, mais pour autant, il ne faut pas considérer que cette faiblesse du modèle décroissant doive finalement fragiliser la pensée et la réflexion qui est proposée. En somme, finalement, cette idée selon laquelle la généralisation des bonnes pratiques et la relocalisation des activités puissent à elles seules suffire pour faire émerger la décroissance semble peu convaincant, maintient finalement ce mouvement décroissant au stade de l'utopie, mais est utile finalement pour nourrir la réflexion à laquelle nous devons évidemment nous poser, que nous devons évidemment poser aujourd'hui en ce début du XXIe siècle. Finalement, en prenant une redéfinition profonde des contours de la consommation et de ses usages, finalement, la décroissance, elle interroge notre société, et notamment la société dans laquelle on a placé la consommation à la place que l'on connaît tous, et qui a été décrite d'ailleurs brillamment par Philippe Moati dans son ouvrage sur l'hyperconsommation. On voit bien qu'il faut en quelque sorte décoloniser l'imaginaire, et il faut finalement amener à réfléchir sur probablement à des virages à 180 degrés des modes de consommation pour justement répondre aux défis d'ordre écologique auxquels nous sommes malheureusement et tristement les témoins. Merci. Retrouvez toutes les actualités de l'Obsoco sur obsoco.com.